Place au parti pris route, Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Mais c'est vous qui commencez route, votre parti pris politique. Vous êtes avec nous, mais dans un peu plus d'une heure, vous serez face à Jordan Bardella. Émission spéciale ce soir, le grand entretien avec Jordan Bardella. Autour de Darius Rochebin, Jordan Bardella sera interrogé par vous-même, route, par Éric Brunet aussi, et par Alain Boer. Et vous dites, l'un des grands défis de Jordan Bardella ce soir, ce sera peut-être de comprendre, par rapport au grand écart qu'il effectue, où se situe-t-il vraiment entre les positions traditionnelles du RN et entre ses inclinations à lui. Effectivement, il a des défis à relever et c'est pourquoi il risque ce grand écart, ou en tout cas il est en train peut-être de le faire, mais sans le dire ou sans l'assumer. Peut-être l'assumera-t-il dans quelques instants, effectivement, on va voir. Mais qu'est-ce qu'il a comme défi ? Parce qu'il caracole en tête et on le sait, à très bonne distance du deuxième, quel qu'il soit. Il maîtrise les codes médiatiques et il a des électeurs fidèles, notamment parmi les jeunes. En revanche, il doit montrer d'une certaine façon qu'il est d'abord, il doit montrer qu'il est crédible, mais je vais y revenir. Il doit d'abord montrer qu'il a du sang-froid. Parce qu'en fait, il lui reste 5 semaines à attendre. 5 semaines de période de transition pendant laquelle il ne sait pas s'il sera candidat ou si c'est Marine Le Pen. Donc être à la fois présent, mais pas faire d'ombre, pour autant rester fidèle à celle qui reste la figure du parti. On sait que le dauphin dans l'histoire de France, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, depuis ce matin, il y a eu plusieurs proches de Marine Le Pen qui ont pris la parole. Écoutez Laure Lavalette. Jordan Bardella est quelqu'un de brillant. Déjà, on va attendre le 7 juillet pour savoir si Marine Le Pen, si l'innocence de Marine Le Pen, bien sûr, mais ça reste la candidate des Français. Voilà, ça reste la candidate des Français, c'est ce qu'a répété Laure Lavalette ce matin. Donc, pas facile, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est qu'il a 30 ans et aucune expérience gouvernementale. Est-ce qu'il va être crédible dans une campagne électorale de niveau de la présidentielle ? Tous les coups sont permis, on le sait. On teste la carrure d'une personnalité, son tempérament, sa culture, sa vision et aussi sa capacité à aborder les dossiers les plus complexes. Alors, on entend beaucoup, vous le voyez face à Donald Trump, vous voyez en face de Vladimir Poutine, de Xi Jinping évidemment. Et c'est pour cela, prouver sa crédibilité, qu'il doit avancer et peut-être faire un grand écart, justement. Parce que il a ce défi que n'a pas Marine Le Pen, qui a 3 campagnes derrière elle, qui a des cicatrices de partout, qui est connue de tous les Français. Donc, c'est très difficile. Donc, du coup, étant donné qu'il est en tête, au premier tour dans les sondages, son défi, c'est de remporter le second. Et vous connaissez la phrase, au premier on choisit, au second et on élimine. Et du coup, le rejet du Rassemblement national, il reste quand même très fort, même s'il y en a un pour LFI. Il a peut-être un peu diminué, mais il reste très fort. Donc, il doit rassurer pour ceux qui voient dans son parti l'arrivée d'un régime illibéral, et il doit rassembler plus large que l'électorat de base, convaincre au-delà des convaincus, tenir un discours plus rassembleur sans décevoir ses fidèles. C'est pourquoi il avance sur un terrain dans lequel il fait des annonces, il gagne quelques centimètres à chaque intervention pour montrer qu'il a une personnalité, une ligne peut-être à part, et qui peut-être lui fait risquer effectivement le grand écart. Et la question de ce soir, c'est vraiment, est-ce qu'il est en train de changer la ligne du parti pour ratisser plus large que le lectorat populaire ? À quel prix ? Comment est-ce il peut tenir l'équilibre entre le pragmatisme du pouvoir et la fidélité aux promesses? Comment est-ce qu'il peut convaincre que le programme économique est sérieux alors qu'ils promettent beaucoup de baisses de taxes, de hausse du pouvoir d'achat alors que la dette publique atteint des records? Et l'exemple, évidemment, c'est sur les retraites. Quelle position est la sienne réellement ? Puisque Marine Le Pen, c'est 60-62 ans comme âge légal, et que lui a affirmé à un journal allemand qu'il examinait la question. Donc on comprend d'ailleurs ces dernières semaines que les tenants de la ligne nationale populiste, c'est-à-dire plus proche de Marine Le Pen, surenchérissent pour bien rappeler que quel que soit le candidat, il ne deviendra pas le candidat d'un parti comme les autres. Et cela aussi est un défi pour lui, c'est-à-dire rassembler au sein de son parti, si jamais il est le candidat, les marinistes qui seront déçus
si Marine Le Pen n'est pas candidate, sachant que on dit ici et là que Marine Le Pen reprend espoir et continue évidemment à y croire, et elle y croira jusqu'à la dernière seconde. En tout cas, ce sont ces mises au point, on le comprend, sur lesquelles vous le questionnerez ce soir. Route, on suivra évidemment cette émission. Pascal, votre parti pris économique, on en a dit un mot très brièvement, mais c'est un changement très important qui se profile avec le remboursement d'un médicament. C'est pas un médicament comme les autres, le médicament obésité. On va annoncer qu'il sera remboursé. On en a énormément parlé depuis plusieurs années, et vous dites stop à l'état nounou. Pourquoi ? Je dis oui, rembourser les médicaments qui sont des médicaments qui traitent des maladies. Bien sûr, quand il s'agit d'un médicament de confort, l'État n'a pas à se substituer à des comportements personnels. Mais je vais être tout à fait clair, et j'ai fait cet après-midi avec mon médecin personnel une petite géographie des traitements tout à la fois contre le diabète et contre l'obésité, parce que ce sont les mêmes dans la plupart des cas. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle l'Ozempic, qui doit être, selon le médecin que j'ai consulté, réservé uniquement au traitement du diabète de type 2. Ça ne peut pas être un médicament de confort. Vous pouvez acheter un stylo multidose quand ça a été prescrit par le médecin pour 76 €. Et puis il y a deux traitements qui sont les deux que vous évoquez, puisque la ministre de la Santé, qu'on va entendre dans un instant, annonce leur remboursement. Il y a deux autres traitements, le Mounjaro et le Wegovy, qui vont être partiellement remboursés, mais je dis partiellement, donc avec un objectif précis et aussi une population ciblée sur laquelle nous avons quelques indications additionnelles, puisque la ministre de la Santé était ce matin l'invitée de TF1. Se base sur une population cible qui est environ d'1 million de personnes. Puis, en rapport avec le prix, ça représente, en année pleine, c'est-à-dire une fois qu'on aura la montée des prescriptions, une centaine de millions d'euros. Voilà, le dispositif, il est encadré et je pense, moi, qu'il faut qu'il le reste. D'abord, il sera distribué, prescrit uniquement à certains patients majeurs, prescription réservée à des médecins, pas nécessairement le généraliste, mais des médecins qui travaillent dans des structures dédiées au traitement de l'obésité ou dans des CHU. Alors ce Mounjaro là est vendu 235 à 550 €, ça dépend de sa c'est des montants très importants. Alors, c'est des montants importants. Le Wegovy, c'est 250 à 350 € par mois. C'est l'intensité du médicament, l'efficacité, le dosage au fond, qui font la différence de prix. Et ça, ce sont des traitements mensuels avec un remboursement à 65%. Mais pour ceux qui bénéficient évidemment de la couverture universelle, ce sera à 100%. Alors pourquoi vous dites stop à l'état nounou ? Je dis que, en même temps, j'ai cherché des éléments. Une étude publiée en 2024 montre que 18% de la population adulte française est en situation d'obésité. C'est un marché mondial à 105 milliards d'euros estimé en 2030, et autant l'obésité peut être une maladie génétique, autant elle peut être aussi le résultat de comportements à risque. Et mon médecin me disait cet après-midi que selon lui, une partie de ces comportements à risque va être remboursée. L'obésité, c'est dans de très nombreux cas, aujourd'hui, une surcharge en sucre, des excès alimentaires, l'absence totale d'exercice physique. L'État n'a aucune responsabilité. Ce sont uniquement des responsabilités personnelles, ce sont, pardon de le dire, c'est peut-être un peu dur, mais des choix de vie. Et chacun doit assumer ses responsabilités. Donc la lutte contre l'obésité, c'est évidemment un objectif de santé publique, parce que elle comporte des externalités négatives, elle coûte cher, au fond, à la société, c'est donc aussi un problème politique. Mais je pense que cette réponse est une réponse incomplète de court terme, qu'il faut rechercher les causes profondes de cette maladie, de l'obésité. Regardez d'ailleurs cette courbe qui en dit long. C'est une courbe qui a été publiée par nos confrères du Parisien, qui montre quelle est la part des habitants en situation d'obésité en France. Alors, on a du mal à lire en bas de l'écran, c'est depuis 1997. Vous voyez comment la croissance est très importante. Ça touche, tout à l'heure, je vous disais, 18% de la population. Le fond du fond, qu'est-ce que c'est ? C'est notre mode de vie. C'est aussi notre alimentation. Dans ma jeunesse, par exemple, les cas d'obésité étaient extrêmement rares. Mais on faisait la cuisine à la maison et les produits transformés n'existaient pratiquement pas, y compris dans le commerce. Le lien entre alimentation, santé a été démontré 1000 fois, comme le lien entre activité sportive et obésité. Lutter contre l'obésité pour ceux qui en ont vraiment besoin, oui, mais ça ne peut pas être un traitement de confort. Un débat passionnant, Un débat passionnant.
sur les modes de vie, sur la responsabilité. Bien sûr. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Abnouz, votre parti pris international, alors ça a toujours l'air un peu fantaisiste, mais c'est très sérieux. Pourquoi les ovnis nous fascinent? Aux États-Unis, il y a une décision publique importante il n'y a pas très longtemps, et vous faites le parallèle avec la France. Mais oui, le Pentagone a publié 161 documents déclassifiés sur les ovnis, dont des rapports remontant à 1947, la fameuse année 47, sur les disques volants, c'est comme ça qu'on les appelle, une publication exigée par Donald Trump dès février 2026. Alors, breaking news, il n'y a rien dans ces documents déclassifiés qui prouve que les ovnis ou les extraterrestres, les petits hommes gris ou verts selon, existent. Les Échos en parlent aujourd'hui, ainsi que des ovnis français dans une longue enquête à l'occasion de la sortie du nouveau film de Steven Spielberg, 10 Close Your Day, c'est son 4e film sur les ovnis. Moi j'ai hâte parce que j'adore Spielberg et j'adore les films de science-fiction. Je vous conseille la lecture de cet article qui m'a surtout renvoyé à cette question qui me taraude depuis longtemps. Pourquoi les humains voient ou rêvent toutes les manifestations extraterrestres de la même manière? Un Brésilien, un Indien, un paysan du Berry, même s'ils n'ont pas lu les mêmes bouquins, pas vu les mêmes films, n'ont pas les mêmes références culturelles, vont toujours décrire les manifestations extraterrestres de la même manière, la fameuse lumière aveuglante, la vitesse aussi inédite que spectaculaire du vaisseau spatial, le crâne disproportionné du petit bonhomme vert ou gris, les grands yeux sans paupières, l'absence de bouche, le corps chétif des extraterrestres qui soit gris ou vert. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment comme si... Est-ce que c'est pas tout simplement à cause des représentations au cinéma? J'ai une petite explication, c'est vous. Mais le cinéma, il date d'il y a un siècle, le cinéma. Avant, on avait des textes, c'est ce que je vais vous raconter. J'ai spoilé. Le portrait robot, en gros, de l'extraterrestre est universel, et j'ai fait quelques recherches, enfin beaucoup de recherches, et parce qu'il y a plein de trucs que je ne savais pas et que vous allez découvrir avec moi, c'est qu'il n'existe aucune autre créature mythologique partagée à ce point par l'humanité entière, ni le dragon, ni le vampire, ni le loup-garou. Il y en a sur tous les continents, dans toutes les cultures, mais à chaque fois, c'est une représentation différente. Ils n'ont pas la même tête, ils sont pas pareils. Et Yéti. Alors que le Yéti reste le Yéti, mais dragon, vampire, loup-garou existent vraiment dans toutes les cultures, mais ne sont pas représentés dans la même manière. Alors tout commence, c'est vraiment l'année 47, qui est l'année qui change tout. Le 24 juin 1947, c'est un pilote américain, Kenneth Arnold, qui survole la chaîne des Cascades dans l'État de Washington, quand soudain, il aperçoit 9 objets brillants et argentés volant en formation serrée. Il est décrit comme circulaire, se déplaçant de manière ondulante. Voilà le schéma qu'il en a fait, et il précise, je cite, il se déplace de manière ondulante comme une soucoupe si on la fait ricocher sur l'eau. Et c'est ce témoignage que date l'expression flying saucer, pardon pour l'accent, soucoupe volante, qui est forgée à partir de sa description. Et 2 jours après, le 26 juin 1947, cet événement fait la une de la presse américaine et est repris partout dans le monde. Donc tout remonte à ce dessin. Ça commence avec ça, les soucoupes volantes, mais je vous rassure ou pas, l'enquête officielle de l'US Air Force conclura, elle, à un mirage ou à des nuages lenticulaires en forme de disque. Et en ce qui concerne les petits bonhommes verts, mais qui sont plutôt gris, en réalité, eh bien, les archéologues vous diront que des pétroglyphes, les pétroglyphes, c'est des dessins symboliques qui sont dessinés sur des roches, eh bien, sont vieux de plusieurs millénaires en Australie, au Sahara, en Amérique précolombienne, et représentaient déjà des silhouettes aux têtes rondes et surdimensionnées. Et c'est vrai, et là vous allez trouver ça absolument impressionnant. Dans le Sahara algérien, un site abrite des centaines de milliers d'images rupestres néolithiques, des personnes à tête ronde, sans traits faciaux distincts, avec des corps stylisés, et qui datent d'environ 9000 à 10 000 ans avant notre ère. Et c'est des géants, si je ne m'abuse. Vous allez voir l'image. Eh bien, c'est le préhistorien Henri Lott, en 1956-57, qui découvre ces images-là. Vous le voyez à l'écran, et en particulier un dessin qui représente un homme surdimensionné, et lui, avec humour, le surnomme le grand dieu martien. Pourquoi il l'utilise? Et je précise bien avec humour, c'est que 57, c'est l'année des extraterrestres, des soucoupes volantes, et lui il dit, ah bah voilà, on a trouvé le grand dieu martien. C'est ça. Et donc là, tout le monde le prend au sérieux, et en réalité, il s'agit de représentations d'êtres humains portant des masques rituels conformément aux traditions des peuples nomades néolithiques du Sahara. Autre exemple, et là vous allez voir, c'est magnifique, dans le nord-ouest de l'Australie, les peintures rupestres
extraterrestre Vangina, qui date d'environ 4000 ans. Vous voyez, c'est extraordinaire. Représente donc des figures de face, comme vous les voyez, avec un halo, les grands yeux, absence de bouche, et on dirait vraiment la représentation, c'est E.T., c'est l'ancêtre d'E.T. Eh bien là encore, ce sont les représentations des esprits ancestraux, créateurs du monde pour les peuples qui habitaient dans ces régions-là. Et l'absence de bouche, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la superpuissance, parce que pas besoin de causer pour en imposer. La télépathie. Est-ce que c'est pas intéressant? Et attendez, pas encore, on me tue tout mon effet. Je rajouterai encore qu'en 1893, H.G. Wells décrit dans The Man of the Year Million des hommes du futur, cette fois, sans nez, sans bouche, au crâne démesuré. Ça a énormément marqué, vraiment, là, dans le cinéma, dans la bande dessinée, et que l'inquiétant occultiste Aleister Crowley, j'ai à un moment beaucoup étudié, je voulais faire un film sur lui, tout le monde me prenait pour une dingue, a dessiné une entité que nous allons voir, nommée l'âme, et qui ressemble étrangement à un extraterrestre. C'est ce bonhomme, 1917. Est-ce que c'est pas fascinant? Est-ce que c'est pas fascinant? Tout s'explique très rationnellement. Tout s'explique très rationnellement. Carl Jung, on va aller dans les choses sérieuses, n'est-ce pas? Le grand psychanalyste parlerait d'archétypes, c'est ces images primordiales qui sont logées dans notre inconscient collectif, antérieur à toute culture et à toute langue. Les ovnis et les extraterrestres, si on suit Jung, seraient alors la projection de notre terreur et de notre désir face à l'inconnu absolu. Et ça devient quand même intéressant, parce que le fait que dès le néolithique, des hommes ont voulu représenter des hommes qui ne leur ressemblaient pas, ou même que les rituels avec les masques voulaient effacer la bouche, ne mettre que les yeux, etc. Ça dit quand même énormément de choses de l'humanitaire. Et vous allez me dire, et la France? Et c'est ce que j'ai appris dans les Échos. Est-ce que nous, on a besoin de déclassifier? Eh ben, on pourrait. Ce qu'on n'a jamais fait. Parce qu'en France, nous avons le GEPAN. Parce qu'on a quelque chose à cacher. Voilà la vérité, madame. Alors, ça va être ma formidable chute. C'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça, c'est notre manière de dire revenu en France. Alors, c'est un groupe d'études très sérieux, très discret. Il collecte des informations depuis 50 ans. Et qu'est-ce qu'on apprend grâce à cette enquête des Échos? C'est que le GEPAN a enquêté sur 10 000 cas. Et là, roulement de tambour, sur ces 10 000 cas, 106, soit 3,2% des occurrences analysées, restent des phénomènes non identifiés. Donc tout est encore possible. C'est pour ça que c'est pas déclassifié. C'est peut-être pour ça que c'est pas déclassifié. Voilà. Si vous voulez vous marrer, regardez Mars Attack ce soir. Ah, j'adore Mars Attack. Non, J'aime je tous vous les signale qu'il y a un autre programme à regarder. Non, mais c'est vrai. si vous voulez vous marrer pendant une petite heure, et puis vous faites autre chose après. Pas du tout ovni. Merci Ah, moi, j'adore. à vous trois pour ces parties pris. Merci à vous de nous avoir suivis.